Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand débat du web. C'est déjà le numéro 4, version radio sur Radio Village Innovation. Chaque semaine avec l'actualité connectée et 3 experts du web qui viennent nous en parler. Et tout ça se prolonge en podcast dans ce qu'on appelle la longue traîne en fait. Dans 10 ans, vous serez encore en train d'écouter cette émission peut-être, qui n'aura plus aucun intérêt évidemment parce que les sujets seront complètement vérolés d'ici là. Mais ça aura valeur de, je sais pas, de témoignage historique pour les futures générations qui écouteront donc nos 3 experts du jour parler des monnaies virtuelles, bulles ou pas. Dans 10 ans, on aura la réponse. Et faut-il vraiment se méfier de Facebook ? Facebook sera-t-il encore là dans 10 ans ? Il y a des chances. Et on aura aussi la réponse, à mon avis, pour en parler. Sharon Soffer, salut Sharon. Salut Bertrand. Startup for Kids, c'est pour les enfants, c'est pour les ados, c'est leur montrer que c'est là que ça se passe en fait, le web. Exactement, c'est là que ça se passe et surtout, c'est eux qui créent le web de demain et la technologie de demain. Donc avec plein d'événements, avec plein de choses, enfin des ateliers permanents, c'est une structure en pleine activité permanente pour tous ces braves gens. Tu gères combien de gamins finalement qui passent un peu par Startup for Kids chaque année ? Alors chaque année, on augmente beaucoup, mais on est à 3000 enfants qui passent sur les différents événements. Hein. Ouais. Donc ça fait du monde. Le prochain Zuckerberg français passera peut-être par Startup for Kids. Mais j'espère bien. Ouais. On dit le Zuckerberg français parce qu'on n'a pas d'équivalent en France. En fait, c'est encore à montrer. On ne sait pas trop qui citer dans le style comme ça. 30 ans, absolument richissime. Mais ça viendra. Ça viendra. Il y en aura d'autres. Éric Dupin, salut. Oui, salut Bertrand. Depuis Lyon, en duplex, toujours Presse Citron, évidemment. Oui. Presse Citron existe depuis combien de temps, en fait, d'ailleurs ? Je me pose la question, là. Je n'ose plus le dire. 12 ans. 12 ans déjà ? Ah ouais. Oui. Ça a démarré comme un blog. En fait, c'était la grande époque où les blogs démarraient, 2005. C'est ça. Ça décollait, que les médias s'y intéressaient. Et puis, ces blogs-là sont devenus des médias à part entière. C'est une évolution absolument incroyable. Et puis, évidemment, toujours les drones Instagram. Il y a d'autres actus pour toi ces derniers temps ou pas ? Non, c'est tout. Sur Dronestagram, on développe une plateforme de mise en... Enfin, on a développé une plateforme de mise en relation et maintenant, on développe une marketplace qui va permettre à tous les photographes qui font de la belle photographie aérienne non seulement de les publier, de les partager, mais aussi de les vendre et d'en tirer quelques profits. Il y a quelques jolis bouquins d'ailleurs qui sont sortis. En tout cas, il y a déjà un bouquin qui est sorti. Bien sûr. Vraiment super avec des photos incroyables. Ouais. Et Yann Arthus Bertrand a trouvé ça génial. Mais c'est vrai que ça lui fait légèrement de la concurrence. Lui, il prend un hélicoptère, ça lui coûte une blinde. Je crois qu'il s'est mis au drone. Hein. Il s'intéresse beaucoup au sujet aussi. Méthode. C'est quand même légèrement moins cher. On fait des images absolument incroyables. Salut Fred Hafner. Salut Bertrand, l'empreinte carbone, c'est mieux le drone aussi que l'hélicoptère. C'est vrai, c'est pas mal. L'empreinte carbone, on risque d'en parler dans cette émission à un moment ou à un autre, quand on va parler des monnaies virtuelles tout à l'heure. Parce que là, l'empreinte carbone des monnaies virtuelles, c'est quelque chose. Là, faut en parler aussi. Fred Hafner, Oui FM, tous les matins, donc à partir de 6h du matin, en fait. Exactement, le Morning Rock FM, c'est de 6h à 9h. Ouais. C'est la matinale où tu as le plus de musique, et je pense la meilleure musique. Si vous n'êtes pas sûr, venez vérifier, comme ça vous saurez après. Et voilà, et quelques infos toujours utiles. Avec l'humour de Fred qui est toujours bien. Moi, j'aime bien, c'est exactement le bon humour, celui qu'on fait en radio le matin. Et puis, l'homme a tellement peu fait de radio dans la journée que finalement, il décide dans l'après-midi de enregistrer des petites émissions du grand débat du web. Exactement. Les 2 sujets dont on parlera aujourd'hui, les monnaies virtuelles, donc le Bitcoin entre autres, mais pas que, bulle ou pas, il y a vraiment 2 avis et on en parle beaucoup en ce moment. Alors, aucun d'entre nous n'est un spécialiste internationalement reconnu de la blockchain ou alors je suis passé à travers l'information, mais on a quand même une vision assez précise aujourd'hui de ce qui est en train de se mettre en place et des réseaux d'influence qui se mettent en place avec des banquiers notamment, de banques très traditionnelles qui nous expliquent et qui profitent de leur visibilité pour expliquer que c'est une bulle absolue. Et puis d'autres qui sont en train de monter des monnaies virtuelles comme Banque Centrale en Suède par exemple. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Faut-il se méfier de Facebook ? La question est légèrement récurrente, mais elle prend régulièrement de l'ampleur. Alors Facebook, dans l'actualité de ces derniers temps, c'est le paiement entre amis sur Messenger. Ça, c'est vraiment ce qui vient d'arriver de plus récent. Il y avait le test de fil distinct dans 6 pays avec les amis d'un côté et la pub, et de l'autre côté les médias. Vraie question là tout d'un coup de ce que voulait tester Mark Zuckerberg sur cette histoire-là. Des bénéfices qui sont monstrueux, 4 milliards de dollars de bénéfices au 3e trimestre, 4 milliards de dollars. 6 millions d'annonceurs dans le monde, le prix de la pub qui augmente régulièrement sur Facebook depuis le début de l'année, ça n'arrête pas parce que Zuckerberg dit qu'il veut monter en gamme dans la pub.
Mais le problème, c'est qu'il a pris de la pub d'officine russe pendant la campagne de Trump à des prix peut-être moins chers. Et on a vu les dégâts que ça produit sur la société américaine, avec un vrai débat aujourd'hui qui pourrait peut-être demain être un élément d'un possible réel problème pour Trump pour se maintenir au pouvoir. Et puis en mai dernier, rappelez-vous, il y avait eu déjà le remboursement à des annonceurs sur des calculs fantaisistes d'audience, remboursement d'argent parce que on sait notamment en vidéo que c'est pas simple sur Facebook. Mais bref, faut-il se méfier de Facebook et notamment sur cette histoire de fil distinct? Qu'est-ce qu'il a voulu faire là quand il commence à mettre d'un côté les amis et de l'autre côté finalement les posts des médias? Est-ce qu'il n'a pas envie de faire payer les médias pour toute publication sur Facebook à terme? Moi, honnêtement, Bertrand, ce qu'il faut se méfier, d'abord, je pense qu'on le voit venir de loin. On sait que ça fait déjà pas mal d'années que les publications des pages apparaissent peu sur les fils des gens qui sont abonnés à ces pages, sauf si la page en question a passé une publicité pour accompagner son post. Clairement, il veut ça d'une part. D'autre part, il faut pas non plus voir le mal partout. Tu vois, je fais un peu le en même temps du jour, mais c'est vrai que beaucoup de gens, notamment des amis, sans doute des amis de nous tous, se plaignent régulièrement de pas voir assez les publications de leurs amis et de leurs proches sur leur fil Facebook. Donc, d'un côté, il a besoin de faire un peu de ménage. D'un autre côté, si ça lui rapporte encore plus de fric en vendant les publications des pages, ce qui, encore une fois, je crois, n'est pas vraiment un secret ni nouveau. Donc pour toi, la messe est déjà dite dans le sens où de toute façon, il a déjà entamé quelque chose qui est si tu es un média et que tu veux apparaître, faut payer, garçon. Voilà. Après, il y a le fait de mettre de la vidéo dans les publications quand on est un média, fait qu'on est quand même relativement visible sans débourser un centime. Parce que pour le moment, ça l'arrange sur la même chose, tant que c'est gagnant-gagnant. C'est sa guerre avec YouTube qu'il est en train de mener concrètement aujourd'hui. Ouais. Oui, la question se pose pas que pour les médias, puisqu'elle se pose pour les pages, etc., où on passe du temps à développer une communauté qui finalement est de moins en moins accessible. Ouais. Donc voilà, c'est la même problématique de ce qu'on a construit. Qu'est-ce que tu as pas notre merci. pensé quand tu as vu ce test de fil distinct? C'est quand même pas innocent, ça. Alors on peut imaginer que ça s'est passé dans des pays qui sont pas des grands pays du web nécessairement, mais enfin quand même ils ont testé ça, ils ont essayé de voir ce que ça pouvait donner. Ouais, mais je suis d'accord avec Fred parce que les deux points de vue sont valables, à savoir est-ce que c'est pour avoir plus de pubs, ce qui est quand même le business model principal de Facebook, donc évidemment, mais de fait ton fil est pollué par les publications que tu n'as pas nécessairement envie de voir. Donc les deux raisons, ça tombe bien pour Facebook. Oui, deux raisons existent. Ils ont de la chance, ça. Et les deux sont vrais. Donc il est en train de créer une pénurie de visibilité, j'aime bien le mot pénurie, moi décidément, de visibilité sur Facebook pour les médias qui font qu'ils seront obligés d'une certaine façon, les médias et les annonceurs, de payer un peu plus cher à terme et de faire grimper les tarifs de base pour être visibles sur Facebook. C'est ça votre idée? Ouais, l'idée, c'est de dire qu'il veut aussi en parallèle augmenter la qualité de l'expérience utilisateur sur Facebook. En fait. Ah ouais, d'accord. Il fait d'une pierre deux coups, ça l'arrange bien. Il fait d'une pierre deux coups, en fait. Ah mais vous êtes vraiment persuadé que le garçon a vraiment deux idées, il joue deux chevaux en même temps, c'est ça? Eric, tu penses ça aussi, toi? Moi, j'ai d'abord pensé que c'était simplement une question de profit. Je suis pas indifférent aux arguments qui sont avancés maintenant. Effectivement, il peut y avoir aussi une volonté d'améliorer un petit peu la qualité du fil et surtout de pouvoir sélectionner sur quel fil on va. Moi, en tant que média, je constate une chose qui n'est pas nouvelle, c'est que le reach, c'est-à-dire le taux d'engagement, a déjà fortement baissé depuis, je dirais, 3-4 ans, ou au moins 2-3 ans. On a même constaté vraiment une chute très importante et pratiquement du jour au lendemain, il y a, je sais plus quand exactement, c'était il y a 2-3 ans, où les taux d'engagement, et j'en ai parlé avec d'autres collègues qui sont à peu près dans la même situation, ont constaté la même chose. Après, il faut mettre ça en corrélation effectivement avec le mantra de Facebook qui est, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est gratuit, ça le restera toujours. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où quelqu'un paye. Donc c'est un petit peu une orientation, on va dire, B2B, c'est-à-dire qu'on continue à être gratuit pour le grand public et on fait payer les entreprises que sont les médias. À côté de ça, il y a aussi effectivement une volonté probablement de rendre le fil un peu plus qualitatif, et c'est à mettre en parallèle avec d'autres initiatives qui sont les initiatives visant à faire baisser le taux de fake news dans le fil d'actualité, de vérifier un petit peu plus les titres un petit peu racoleurs, putaclic et compagnie, et de les mettre plus de côté. Donc il y a certainement une montée en qualité, mais qui va s'accompagner aussi d'un chiffre d'affaires probablement plus important de la part des médias qui voudront payer pour continuer à être visibles. Moi, je pense que en fait, on est arrivé à la fin d'un âge d'or
où on peut plus avoir une croissance naturelle et organique avec Facebook quand on est un média, et qu'on va maintenant à peu près se stabiliser sur des parts de marché en termes de leads entre Google, Facebook et d'autres référents comme ça. Et voilà, on saura à peu près qu'en fonction du média, évidemment, on aura entre 15 et 30% de son trafic qui viendra de Facebook, 30 à 40% de Google, etc., etc. Et j'ai l'impression que tout ça est en train à peu près de se stabiliser, de mûrir en fait. Et on a vu ces dernières années le phénomène Google News, par exemple, où Google a décidé de sélectionner des médias qui lui semblent des médias sérieux, entre guillemets, d'éliminer les autres, de dire je donne plus de visibilité à ces gens-là via Google News notamment, ce qui a permis quand même d'avoir des fils de news qui soient assez qualifiés dans différents domaines et qu'on est nombreux à continuer d'utiliser. Facebook ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sélection de sources fiables ou de sources non fiables dans Facebook. Alors est-ce que vraiment, il devrait aussi passer par là? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un média sérieux qui fait son boulot n'aurait pas un minimum de visibilité? Moi, ça me semble pas dégrader un fil d'actualité d'avoir un média sérieux qui balance des informations. Hein? Oui, bien sûr, mais Facebook, c'est, alors Google aussi, mais Facebook, le fil d'actualité, il est quand même bien géré par un algorithme et de l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est peut-être un petit peu l'intelligence, c'est un petit peu le reflet de ce que souhaitent, ce que demandent les gens. Et puis, c'est un média, enfin, si on considère que c'est un média, ça participe de la diversité. Si on veut des informations factuelles, sérieuses, et on va sur Google News, où là, il y a une sélection algorithmique, mais aussi des éditeurs humains. Et chez Facebook aussi, probablement, mais chez Facebook, c'est plutôt des modérateurs, alors que chez Google News, ce sont de véritables éditeurs. L'algorithme des news de Facebook, personnellement, je trouve vraiment pas très bien foutu. Je me sers beaucoup de Facebook, j'ai pas mal de monde dessus, donc on peut imaginer que l'algorithme a suffisamment d'informations sur moi pour mieux me cibler que ce qu'il ne fait. Ah oui. Et franchement, je trouve ça, ça me balance des choses sur lesquelles je ne clique pas et qui ne m'intéressent pas, essentiellement. Parce qu'on a parlé, alors puisque tu parles de ça, ils ont beaucoup d'informations sur toi. Il y a les fameux profils fantômes Facebook qui ont fait les choux gras de beaucoup de forums, d'endroits, même de sites où on parle de profils qui, en fait, seraient récupérer des informations par Facebook sur des critères qui ne sont pas ceux qu'on aurait mis sur Facebook eux-mêmes. C'est-à-dire que Facebook utiliserait notamment tout ce qu'on met dans son téléphone, et quand on donne l'autorisation à Facebook d'aller regarder un peu dans ses contacts et un peu partout, finalement on lui donne une source d'information énorme, il l'utilise à plein. Est-ce que vous êtes un peu inquiété par le type d'information que récupère Facebook, parce que le web est truffé d'exemples, alors qui ont une valeur ou qui n'en ont pas, de gens qui disent en aucun cas quelqu'un ne peut savoir que je suis en contact avec cette personne qu'on m'a proposée comme ami sans avoir accès à des informations que jamais de la vie je l'ai proposé à Facebook. Je peux donner. Moi, je l'ai vu. Hein. J'ai vu des gens sur des comptes totalement séparés, qui avaient rien à voir, que je gérais vraiment séparément, apparaître sur mes fils. Donc comment tu imagines que ces informations-là ont pu arriver? Sinon, je peux te donner une anecdote, Bertrand, sur ce sujet qui m'est arrivé, et c'est assez troublant. Un jour, j'étais dans le TGV et j'avais en face de moi une personne, une femme qui était là en face de moi, sur le fauteuil en face. Et puis, je vais sur mon fil Facebook et dans mes suggestions d'amis, je regarde et elle était en premier et j'ai bien regardé et c'était vraiment elle, c'était sûr. J'ai failli l'aborder pour lui en parler, et puis bon, je l'ai pas fait. Et je me dis que peut-être elle m'a eu aussi en suggestion au même moment, et c'était parfaitement troublant. Et je pense que Facebook utilise là la géolocalisation des téléphones pour voir la géolocalisation, parce que là c'est pas qu'on a à côté là quand même. Oui, mais c'est du. Alors peut-être que Facebook m'a suggéré d'autres personnes qui étaient dans le même wagon et que je n'ai pas vu. Mais il se trouve que cette personne était en face de moi, donc c'est flippant. Oui, c'est assez bizarre. Et il y a un autre soupçon au sujet de Facebook, et moi je suis tout à fait prêt à le croire. C'est cette idée qui dit que Facebook utiliserait aussi le micro de l'iPhone pour écouter les conversations. Ah, tu crois ça, toi? Parce que certains. Ouais. Sharon, mais moi ça m'est arrivé aussi. Anecdote de Sharon. Ah, mais j'ai eu une conversation. Alors malheureusement, je me souviens plus du sujet, mais une conversation sur un sujet genre pas le truc dont on parle tous les jours. Et le lendemain, j'ai vu des suggestions sur Facebook, des publications passées, donc j'ai franchement flippé. Et je me suis sincèrement dit, est-ce que mes conversations sont écoutées, hein? Mais moi, je serais pas loin d'y croire. Après, c'est vrai. Vous pensez vraiment que ça peut se passer comme ça? Le micro, on parle quand même de. Soit c'est une coïncidence énorme, mais moi, ça m'a laissé. Et je suis plutôt pas parano. Hein. Je mets beaucoup de choses sur le web. Je vous rappelle que la NSA a des portes d'entrée dans tous les téléphones pour pouvoir écouter ce qu'on se dit là même maintenant, sans avoir son téléphone allumé. Mais enfin, ils seront incapables de traiter ces données. Pourquoi Facebook y arriverait alors que la NSA n'y arrive pas? Pour être honnête, je sais plus si c'était Facebook ou Google. Pour être complètement honnête, je sais plus où j'ai vu apparaître. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le web, le lendemain, j'ai eu des choses.
proche du sujet. J'ai l'impression d'être dans une série de science-fiction là. Un peu quand même. Après, c'était peut-être une coïncidence incroyable. Mais non, c'était peut-être, ouais. vraiment incroyable. Et c'est flippant, hein, c'est flippant. C'est flippant. Pas forcément que ça arrive un jour, mais que ça leur arrive à eux deux déjà. En tout cas, c'est vrai que ça arrive à eux deux, ça c'est flippant parce qu'on trouve énormément de témoignages de ce style-là sur le web. De gens qui disent c'est pas possible quoi. Vraiment, le truc d'Eric dans le train, ça pourrait être le début d'un roman là. Le pire étant le type qui a donné son sperme dans une banque de sperme de façon anonyme et qui des années plus tard a vu débarquer comme proposition d'amis son fils. Oui. Ça, c'est des trucs qui traînent sur Internet. Donc, là, bon. C'est ce qui correspond au cookie que Facebook te laisse à chaque passage. Là, on est vraiment dans... Bon, il faut avoir peur de Facebook, se méfier de Facebook, oui ou non? Bah, apparemment un peu, quand même, non? Il faut se méfier. On y va ou on n'y va pas, on n'est pas forcé. Tu parlais tout à l'heure, Bertrand, tu donnais un exemple qui était intéressant. C'était Facebook propose régulièrement sur les smartphones d'accéder à notre répertoire personnel en nous expliquant que ce sera mieux pour notre compte Instagram ou notre compte Facebook, etc. Blabla. Moi, ça, j'ai pas envie encore de leur donner ça, donc je leur donne pas ça. Le reste, ce que je leur donne, je suis conscient que du coup ils l'ont, qu'ils peuvent le traiter. Je suis pas sûr que ça leur serve à grand chose réellement. Mais voilà, je pense que à partir du moment où je sais ce que je donne, c'est que j'accepte de le faire et donc j'ai pas peur. Lorsque j'ai un doute et peut-être que j'ai peur, du coup je fais pas. Bon, on est déjà tous les 4 amis sur Facebook, donc là on pourra pas dire qu'il y a une collusion tout d'un coup et qu'ils ont écouté ce qu'on disait pour nous proposer. On est déjà connectés sur Facebook. Et ils vont nous proposer une émission sur Apple Music la semaine prochaine, tu vas voir, un hasard total. On est au milieu de cette émission, on clôt le chapitre Facebook et on passe au plus à moins 1, les coups de cœur ou les coups de gueule. Qui en a un? Allez, Sharon. Alors moi, ça, moins 1. La semaine dernière, c'était OVH qui était down. Hein. Ouais. Donc, je n'avais plus de site web. Tu n'étais pas la seule. Je n'avais plus de mail. Ouais. Et alors, c'est pas tant... c'est surtout se rendre compte à quel point on est dépendant. C'est-à-dire que en plein préparatif de Startup for Kids, on n'a plus donc un événement. On n'a plus. Elle arrive à placer son événement au passage. T'as vu, je suis forte. Hein. Oui. Non, mais surtout qu'on se dit qu'on est totalement dépendant. On n'a plus de communication avec le monde extérieur avec qui on travaille. Et là encore, ce sont des choses pas graves entre guillemets, mais ça te fait vraiment t'interroger sur. Non, puis quand c'est un hébergeur comme OVH, tu vois, tu te dis, ça touche quand même beaucoup de monde. D'ailleurs, ça a touché du monde. Petit salut au CM, donc Community Manager de Interflora, qui a mis un truc sympa en disant quel est le pire pour Interflora d'avoir un site qui plante. Pour Interflora, c'est rigolo. C'est pas mal. Et celui de Topito a fait quelque chose à peu près dans le même genre aussi, ce que aussi était planté. Enfin, bon. Eric, ça a été dur pour toi ou pas? Ça? Quoi, le plantage d'OVH? Oui. T'en fous? Oui, bah, je m'en fous parce que je suis pas chez eux, mais je compatis et comme je disais tout à l'heure, je fais pas le malin parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. On n'est jamais vraiment fiers quel que soit le prestataire, et c'est effectivement une horreur. On va tous courir en pleine nuit vers les serveurs là pour essayer de relancer les bécanes, mais c'est jamais sympa. C'est terrible. Quand il pleut, qu'il fait bien froid, on est heureux d'aller passer du temps dans le website. Bon, toi, un petit plus à moins 1. Alors moi, oui, on va dire que c'est un plus 1 parce que c'est une bonne nouvelle pour les vieux comme nous. Snapchat va complètement redesigner son interface et ça va peut-être permettre à des gens qui aujourd'hui se sentent un peu exclus de Snap de pouvoir enfin s'y intéresser et l'utiliser. Voilà, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre débat du web, mais l'interface de Snap est volontairement, correspond à des usages qui sont ceux aujourd'hui d'une catégorie d'utilisateurs. Et aujourd'hui, quand on a 25 ans ou plus, ce qui est notre cas à tous, a priori, on est déjà très vieux, on comprend pas grand chose à Snap. Et même si on peut l'utiliser parfois de façon épisodique, mais c'est pas une utilisation quotidienne comme on peut le faire avec d'autres outils. Et Snap aujourd'hui, je crois, est un peu conscient de ça et s'entend un petit peu le vent du boulet avec Instagram qui a lancé ses stories avec beaucoup de succès, etc. J'ai l'impression que Snap se sent un petit peu aujourd'hui entouré et encerclé et ils vont essayer d'en sortir en refondant complètement leur interface. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En même temps, ils ont la concurrence très faciale, c'est vrai, de Facebook et Instagram, mais ils ont ce que Facebook a perdu, l'activité millennials à 100%, ou en tout cas des plus jeunes des millennials qui ont déserté Facebook depuis un moment. Là. Donc, mais ces millennials, aujourd'hui, ils se dispersent un petit peu sur Instagram et aussi un peu sur Twitter. Ils commencent à déserter Instagram et les suivants vont pas y aller parce que ce sera le truc du grand frère. Ouais. Donc, c'est intérêt effectivement à penser à évoluer. C'est une course permanente, ouais. Un petit plus à moins 1, Fred? Moi, c'est un plus 1. Alors, j'arrive super en retard. Désolé, mais j'ai découvert récemment Silicon Valley, la série, qui est une série américaine, qui est très drôle. Alors, il y a un humour américain un peu simple, un peu potache, un peu sympa, mais derrière, il y a aussi une critique assez acerbe et assez bien ciblée du business de la Silicon Valley, de Facebook, Google, qui sont représentés par une multinationale qui là-bas s'appelle Ouli,
Diddy au Red Bull qui s'appelle Homicide, no comment. Mais voilà, mais tout est très bien foutu jusqu'au venture capitaliste, tout le monde. Le truc est très drôle. Il y a 4 saisons, c'est assez court et c'est très très drôle. Ça se trouve partout sur Internet. Silicon Valley, merci Fred. Le deuxième sujet de ce grand débat du web, les monnaies virtuelles. Est-ce une bulle ou pas? Alors là, il y a des articles à foison partout, avec d'un côté, non, c'est pas une bulle, ça va continuer à grimper. Vous avez les fans, dont je fais un peu partie, je dois avouer, je fais mon coming out là-dessus. Je suis assez fan de ce qui se passe et j'attends avec impatience que ça continue à grimper, pas le Bitcoin, un peu trop cher, un peu trop tard pour moi, mais d'autres monnaies virtuelles. Et puis, il y a ceux qui vous annoncent que ça va se casser la figure assez rapidement. C'est le cas notamment de Kenneth Rogoff, qui est un chroniqueur, un professeur à l'université de Harvard, qui a chroniqué dans les Échos le fait que la bulle va exploser de toute façon, parce qu'il dit en fait ce qui fait la valeur de tout ça, et du Bitcoin notamment, c'est le fait qu'on est sur un anonymat des transactions, et comme les États sont en train de vouloir mettre leur nez là-dedans, ben finalement ils vont aller casser le principe même de l'anonymat qui fait l'intérêt du Bitcoin, et peut-être que la bulle va exploser d'elle-même. Récemment, le Bitcoin était en train de flirter avec les $7 500, quelque chose comme ça. C'est absolument colossal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu es très Bitcoin, toi, Sharon, ou blockchain de façon générale, ou monnaie virtuelle? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais ce qui me pose question, c'est surtout la consommation en électricité du Bitcoin. D'entrée de jeu. Voilà. Ah ouais, non, mais moi direct. Et c'est un sujet qui me. Bon bah on va passer directement à Eric là-dessus, parce qu'Eric a fait un très bel article sur Presse Citron là-dessus, qui expliquait concrètement. Tu as des chiffres en tête, Eric, c'était absolument incroyable. Chaque transaction Bitcoin coûte en électricité, mais vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, en gros, des études ont montré que chaque transaction représentait la consommation d'un foyer américain moyen pendant une semaine. Et que la consommation du Bitcoin à l'année représentait la consommation d'énergie d'un pays comme le Nigeria, qui compte 163 millions d'habitants, je crois, ou 183 millions. Oui, voilà, c'est colossal. De 2,5 millions d'Américains. Ça donne une idée, parce que quand on sait qu'ils consomment aussi. Alors, ce qu'il faut mettre, ce que j'ai dit dans l'article, un peu en perspective avec ce que consomment d'une façon générale les data centers, y compris ceux de Google. Je crois qu'une recherche Google correspond à, je ne sais plus quelle consommation, je l'ai pas sous les yeux, mais ça correspond aussi à une consommation assez impressionnante. Et puis, il faut mettre ça aussi en perspective avec le coût et la consommation de l'édition des vraies monnaies, et puis par exemple de la recherche, du forage pour différents métaux qui permettent aussi de faire de la spéculation comme l'or. Donc voilà, il faut faire une mise en perspective, mais c'est de l'internet, c'est du virtuel, donc on a l'impression que ça consomme rien, mais si ça consomme. C'est pas encore monstrueux, parce que aujourd'hui la capitalisation boursière globale du Bitcoin, enfin la capitalisation en matière de dollars, c'est 72 milliards de dollars de Bitcoin sur le marché et 28 milliards d'Ethereum. Ça fait des sommes qui sont importantes évidemment, mais au regard de l'économie mondiale, c'est pas colossal. Et alors que la consommation, elle est déjà très très représentative dans un pourcentage face à la consommation mondiale. Donc on a un décalage là qui est assez flippant. Moi j'ai un outil scientifique assez poussé pour vérifier qu'on est peut-être au bout de la bulle du Bitcoin. C'est que régulièrement je me suis dit tiens, il faut que j'essaie, il faut que je mette un peu de sous dessus pour voir ce que ça donne. Régulièrement je me suis dit ça, et là j'étais presque prêt à le faire au moment où ça a atteint des sommets. Donc à mon avis c'est trop tard. Scientifique, je vous ai dit. Il y a d'autres monnaies, il y a le Litecoin, il y en a plein. Tu suis un peu, toi, ça, Eric? Il y a vraiment des monnaies intéressantes. L'Ethereum, évidemment. Oui, l'Ethereum surtout. Ouais. Alors l'Ethereum, c'est bizarre parce que début septembre, il y a eu un petit crack. Le Bitcoin a perdu 30%. Enfin, toutes les 3 principales monnaies virtuelles les plus connues, c'est le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin, ont perdu environ 30 à 35% de leur valeur. Le Bitcoin s'est refait aujourd'hui. Il est repassé en positif puisqu'il était tombé de 5 000 à 4 000 euros début septembre et qu'il est remonté aujourd'hui à 6 300 euros à peu près. En revanche, je m'interroge sur l'Ethereum qui est présenté vraiment comme une monnaie virtuelle d'avenir. Et elle peut scotcher sur le même tarif. Oui, elle bouge plus du tout. Elle a fortement monté dans les 6 premiers mois de 2017. Elle a subi aussi un palier puis un petit crack. Et aujourd'hui, contrairement au Bitcoin qui s'est refait et qui est repassé en positif par rapport à son crack de septembre, l'Ethereum ne bouge plus. Alors il est un peu remonté et le Litecoin, c'est presque pire. Il bouge pas. En même temps, vous m'écoutez, si ça se trouve, l'Ethereum est passé à 600 euros. C'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que c'est stagnant depuis très très longtemps maintenant. Sharon. Après, c'est aussi le rôle du Bitcoin. C'était une monnaie de rebelle pour le dark web ou des transactions, etc. C'est devenu un objet spéculatif. Donc, on consomme de l'énergie, on spécule. C'est de l'argent. Donc, on rentre dans un système coûteux en énergie et qui
qui finalement donne le pouvoir à d'autres qui recirculent. Alors, Donc, c'était un contre-pouvoir au départ, on est bien d'accord, avec quelque chose de très différent. Et aujourd'hui, vous avez les banques centrales qui sont en train de se poser sérieusement la question de créer leur propre monnaie virtuelle. Et c'est le cas notamment de la Banque de Suède qui a créé sa propre monnaie virtuelle aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est en train de rentrer dans le rang. Ça me rappelle, puisqu'on est tous les deux des gens de radio, le début des radios libres, entre guillemets, puis très vite, les grands acteurs traditionnels sont revenus et ont pris la main sur tout ça. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire, Bertrand. Il y a deux choses. C'est que tout d'abord, si on arrive vraiment à un sommet du Bitcoin et qu'il y a de plus en plus de concurrents, on vient d'en parler, mais il y en a effectivement pas mal. D'abord, clairement, il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est toujours comme ça que ça se passe. Un truc cartonne, plein d'autres arrivent et il va y avoir beaucoup moins de place d'une part. D'autre part, comme tu dis, les autorités, les régulateurs vont s'en emparer très très vite. Les banques centrales s'y intéressent de plus en plus sérieusement. Donc fatalement, ça aura moins d'attrait. À partir du moment où on ne sera plus anonyme et où ça viendra plus du dark web, comme le disait tout à l'heure Sharon. Et on arrive à un moment où des gens ont pu gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ils savent plus trop. La question est de savoir aujourd'hui ceux qui se sont vraiment gavés, qui ont acheté des bitcoins pour quelques centimes et qui s'amusent en fait et qui sont parfois des gamins de 5 ans. Moi j'en connais un qui a en partie financé son appartement, un petit appartement, mais qui l'a en partie financé avec ses petits placements en bitcoin au tout début. Bah là, on est en train vous voulez un chiffre là, il y a un calculateur sur internet qui permet de savoir et c'est très intéressant et ça donne beaucoup de regrets à tout le monde. Si celui qui a investi 1000 euros, c'est pas grand chose 1000 euros en bitcoin en janvier 92 a aujourd'hui 1 200 000 euros sur son compte. Ah voilà. T'es sûr? Moi je pense que c'est plus que ça, non? Non, c'est ça. C'est 112 000%, je crois. 112 000%. Cela laisse un petit peu révélant. Oui, là, il y a de quoi acheter un bel appart, là, cette fois. Toi, tu investis dans ce genre de truc ou pas, Eric? Oui, moi j'ai acheté du bitcoin. Je les ai pas achetés au meilleur moment, mais j'ai fait comme beaucoup. J'ai appliqué un principe de prudence et j'ai mis de l'argent dont je suis censé ne pas avoir besoin, ce qui est un petit peu bizarre. Voilà, exactement. Et après, c'est que mes actions se demandent quand vendre. Ouais. Mais oui, complètement. Est-ce que tu as déjà vendu? Est-ce que tu non seulement je me dis je me pose deux questions en fait. Est-ce que je vends ou est-ce que j'en rachète? Voilà, donc pour l'instant j'attends. Pour l'instant j'ai pas fait une grosse plus-value parce que je l'ai acheté à une valeur qui était déjà assez élevée. Voilà. Après, bien malin sera celui qui pourra dire aujourd'hui ce que ça va donner. On parlait d'un fork là, c'est-à-dire, alors moi c'est trop technique pour moi, mais en gros d'une division technique de la monnaie pour pouvoir développer plus rapidement le Bitcoin, qui posait beaucoup d'interrogations. Je crois que ça devait avoir lieu le 16 novembre et beaucoup spéculaient sur ce fork, c'est-à-dire cette division qui allait permettre peut-être de faire plusieurs fois la culbute et puis finalement ce fork est annulé, je ne sais pas pourquoi. Certains experts pourraient l'expliquer beaucoup mieux que je ne le fais. En tout cas, aujourd'hui, je crois que personne n'est capable de dire ce que ça pourra donner, même les plus grands experts, puisque si vous lisez un petit peu tout ce que vous pouvez trouver en littérature sur le Bitcoin, que ce soit de la part de banquiers, d'experts financiers, etc., ou même de geeks qui connaissent le sujet parfois mieux que les experts, vous avez des valeurs qui vont de moins X à plus 100 000 $. Donc en gros, on dit à peu près tout et n'importe quoi sur le Bitcoin, et le tout c'est de se tenir à peu près au courant tous les jours et de se fonder sur des éléments à peu près objectifs. Juste une petite considération vestimentaire qui peut avoir son intérêt. En fait, je pense que le Bitcoin et les monnaies virtuelles sont des monnaies de gens en t-shirt et basket vraiment, qui ont le sens du risque et qui sont des gens qui mettent de l'argent dans Kickstarter et qui ne sont pas des gens qui sont tous les matins en train de se demander à quel moment ils vont vendre. En fait, ils sont là pour jouer d'une certaine façon. Et sont en train d'arriver tous les costards cravates qui, eux, sont dans un rapport de 1 à 5 et qui vendent à tel moment précis selon des critères objectifs. Et ces gens-là sont en train d'investir très fort dans ces monnaies et c'est certainement eux qui, avec leur état d'esprit de rentabilité à l'instant T, vont tuer un peu l'idée de ce truc-là, le faire grimper dans un premier temps et le flinguer dans un deuxième. C'est une réflexion complètement... Non, mais c'est un peu ça. Moi, dans mon entourage, les gens qui ont investi assez tôt dans le Bitcoin, c'est-à-dire pas il y a 6 mois ou 2 mois, mais il y a 3 à 4 ans, sont effectivement plutôt dans ce profil. C'est plutôt jeunes, geeks, tech, des mecs qui travaillent dans le web, dans le digital, dans le SEO, etc. et qui se sont amusés à investir un petit peu à ce moment-là. C'est le profil, effectivement. Allez, il nous reste 30 secondes pour faire un tour de table à main levée. C'est pratique quand on fait de la radio. Oui, voilà. Ça se voit bien. Qui pense qu'il y a une bulle qui va exploser bientôt, Sharon? J'avoue que j'ai même pas un avis sur la question, mais alors à un point, le truc spéculatif, c'est voilà. Bon.
Fred. Comme Sharon, comme Eric, je suis pas un grand spécialiste de ça, mais disons que je pencherais plus du côté explosion de la bulle, ouais. Mais j'ai pas forcément un court terme, un moyen terme, oui. Bon, Eric, non, ça va pas exploser, parce qu'il faudrait que tu restes vu. Je crois pas. Il y aura certainement des soubresauts à court terme, mais à long terme, à mon avis, ça peut continuer à monter. Ouais. Bon, on va rester sur cette dimension-là. Merci beaucoup, Eric, en duplex. Merci, Sharon Soffer. Merci, Fred Afder. C'était le numéro 4 du Grand Débat du Web sur Radio Village Innovation et en podcast derrière quand vous voulez, où vous voulez. Le Fabien Atawad. T'aimes bien Atawad, toi, ouais. J'adore cet acronyme. C'est Anytime, Anywhere, Any Device. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Le Grand Débat du Web, le décryptage de l'actu connectée.